Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré à la prévention des catastrophes naturelles par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, plus souvent appelé ou connu Fonds Barnier. Merci à tous de votre participation à distance dans ces conditions particulières. Vous êtes, je crois, plus de 350 à nous regarder ce matin et nous sommes vraiment très heureux de votre présence nombreux pour ce rendez-vous. Ce webinaire, il s'inscrit pleinement dans l'objectif de CCR de renforcer son rôle en matière de prévention. Notre objectif central en la matière, c'est bien entendu de renforcer les mesures de prévention pour pouvoir consolider le régime CatNat dont CCR est un acteur central et qui a fait ses preuves depuis de très nombreuses années, mais qui est mis ces dernières années sous tension du fait de la sinistralité et des premiers effets du changement climatique. D'un point de vue plus opérationnel, cet objectif général est décliné en axes opérationnels dont je vais citer certains, donc notamment améliorer la connaissance des risques naturels par la collecte de données et la modélisation, favoriser la prise de conscience de l'ensemble des parties prenantes de l'importance de la prévention. Également, et c'est quelque chose qui nous a beaucoup occupé cette année où il y a eu de nombreux échanges avec nos clients assureurs, accompagner les assureurs dans la mise en place de mesures de prévention pour leurs clients assurés, donc plutôt des mesures individuelles de prévention, et puis également intervenir en appui des pouvoirs publics, donc services de l'État, services centraux de l'État, services déconcentrés, également collectivités locales, pour apporter un appui technique et notre expertise pour essayer d'apporter un éclairage sur les politiques publiques de prévention. Et donc ce webinaire s'inscrit pleinement dans ce dernier axe et aussi avec la volonté là, de partager à un très grand nombre le résultat de ces travaux. Vous avez sans doute en tête que le Fonds Barnier a été créé en 1995 et donc cette année, nous fêtons les 25 ans de ce fonds et d'où l'idée de vous présenter un bilan des réalisations qui ont pu être faites grâce à ce fonds et puis également de les mettre un peu en perspective au regard de l'exposition des territoires, que ce soit l'exposition passée, la sinistralité passée, mais également l'exposition actuelle, voire l'exposition future du fait du changement climatique. Pour intervenir aujourd'hui, 3 intervenants que je vais présenter brièvement. Ils pourront compléter ma présentation s'ils le souhaitent. Nous sommes tout d'abord très honorés de la présence à distance de Denis Thuriot, qui est le président du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. Donc, je pense que vous voyez tous Monsieur Thuriot à l'écran qui interviendra tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre participation à ce webinaire. Nous avons également à ma droite Nicolas Monnier, chef du département d'appui aux politiques de prévention de la Direction générale de la prévention des risques du ministère de la Transition écologique. Bonjour Nicolas et merci d'être présent aujourd'hui. Et puis à ma droite plus proche, Nicolas Baudusseau, donc un autre Nicolas, je vais essayer de ne pas me mélanger pendant cette intervention, qui est directeur de la prévention et des fonds publics au sein de CCR. Quelques détails pratiques pour ce webinaire. Enfin, avant tout, un détail pratique, c'est que vous aurez la possibilité de poser des questions en utilisant le chat donc sur votre écran. Et en fin de webinaire, nous pourrons poser les questions à nos intervenants. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Nicolas Baudusseau pour nous présenter le rapport national sur la prévention des risques naturels majeurs. Merci beaucoup Antoine. Écoutez, d'abord bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis évidemment ravi d'être présent aujourd'hui pour présenter ce rapport. Je voudrais profiter de ce moment pour d'abord exprimer toute ma gratitude à l'endroit de la Direction générale de la prévention des risques pour avoir accepté de réaliser ce travail, un travail important, un travail de fond, un travail exigeant
qui a mis un peu plus de 2 ans à aboutir et dont on est très fiers aujourd'hui de pouvoir vous présenter les résultats. Je salue bien évidemment également Denis Thuriot pour sa présence et je crois que c'est un rapport qui pourra beaucoup l'intéresser dans l'avenir. Alors, quelques éléments de contexte et sur les tenants et les aboutissants de ce rapport et sur sa genèse et ses objectifs. Donc un rapport qui a, encore une fois, qui n'avait pas d'autre objectif finalement que de rendre compte de ce que le Fonds Barnier avait permis d'impulser depuis 1995 et d'essayer de quantifier les choses, de les objectiver, parce qu'on a beaucoup de débats, les débats dans des commissions qui rassemble les parties prenantes, et il nous paraissait très important de pouvoir apporter des éléments objectifs, quantifiés sur le Fonds Barnier, ce qu'il a permis de mettre en place. Bien sûr, de le mettre en regard de l'exposition du territoire, c'est important pour savoir comment cette politique s'est mise en œuvre. Donc cet objectif, il était le suivant, il était également de contribuer à la transparence, ça nous paraît être quelque chose d'essentiel aujourd'hui pour contribuer au débat public, et chose très importante, ce rapport, il n'est pas conclusif. Vous n'y trouverez pas des éléments évaluatifs et conclusifs disant on a mal fait ça, on a bien fait ça, il aurait fallu faire autrement, et les recommandations pour l'avenir, c'est ça. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de mettre à disposition cette information, et je ne doute pas que cette information, elle sera utilisée dans l'avenir, notamment au sein du COPRNM. Avant de rentrer dans le détail et dans le vif du sujet, j'allais dire peut-être quelques éléments qui permettent de recadrer ce qu'est le Fonds Barnier, son périmètre d'intervention. Peut-être que tout le monde n'est pas exactement au clair là-dessus. Donc quelques éléments. D'abord, un fonds qui a été créé en 1995 dans la droite ligne de la loi de 82, qui faisait un lien entre le système d'indemnisation des catastrophes naturelles et la prévention. Donc le Fonds Barnier, qui est un fonds qui est alimenté par un prélèvement de 12% sur les surprimes catastrophes naturelles, ce jusqu'au 31 décembre 2020. Cette alimentation n'a pas toujours été de 12%. Au départ, on était à 2,5%. Et effectivement, progressivement, le fonds a vu son périmètre s'élargir, à la fois parce que ses ressources s'élargissaient et à la fois parce que son périmètre d'intervention s'élargissait. Au départ, ce fonds, il est utilisé pour indemniser les personnes qui sont expropriées parce qu'elles habitent dans des biens qui sont trop exposés pour leur sécurité personnelle. Donc progressivement, le fonds, il voit son périmètre s'élargir à l'ensemble des délocalisations, c'est-à-dire non seulement les expropriations, mais également les acquisitions amiables, à toute la prise en compte également du risque dans l'aménagement du territoire, en particulier la mise en place des fameux PPR, les plans de prévention des risques, qui permettent de réguler l'urbanisation future, à la protection et la défense contre les aléas, c'est toutes les mesures qui permettent de baisser l'intensité et la fréquence des phénomènes, comme les digues de protection, comme les ouvrages de ralentissement dynamique, mais aussi comme le comblement des cavités souterraines, par exemple. C'est aussi des mesures d'adaptation du bâti existant, en particulier le confortement parasismique dans les Antilles, des écoles, mais aussi d'autres types de bâtiments, et la réduction de la vulnérabilité vis-à-vis des risques d'inondation pour les particuliers et les entrepreneurs. Tout cela donc financé par le Fonds Barnier, et également des mesures visant à améliorer, à faciliter les bons comportements grâce à de l'information préventive, grâce à des systèmes de surveillance des phénomènes. Et puis bien sûr, ce qui chapeaute tout ça, l'amélioration de la connaissance financée également par le Fonds Barnier. Donc un périmètre qui s'est considérablement élargi et un changement qui s'annonce pour le 1er janvier 2021 qui consiste simplement à dire que le Fonds Barnier qui était un fonds extra-budgétaire, va intégrer le budget de l'État, et il va l'intégrer avec une enveloppe de 205 millions d'euros, sensiblement supérieure à ce qu'elle était l'an dernier, puisque l'an dernier, je vous rappelle qu'elle était de 131 millions d'euros. Chose importante, à partir de 2021, son cadre d'utilisation générale demeure, même s'il y a quelques évolutions qui sont prévues par la loi de finances, dont on pourrait éventuellement reparler. Voilà, alors je rentre dans le vif du sujet avec quelques chiffres clés qui sont importants à avoir en tête pour se donner un aperçu un peu de ce que c'est que le Fonds Barnier, de ce qu'il a permis d'impulser. Créé en 1995, donc depuis 25 ans, c'est 2 milliards d'euros, alors on parle de délégation, c'est en gros d'engagement du Fonds Barnier depuis sa création, plus de 2 milliards d'euros d'engagement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Fonds Barnier ne finance pas à 100% les opérations. Il les a financés sur la dernière décennie à hauteur en moyenne de 46%, ce qui signifie que la réalité des engagements permis par le Fonds Barnier depuis sa création, c'est plutôt plus de 4 milliards d'euros, plutôt que 2 milliards d'euros simplement. C'est un financement d'un peu moins d'un millier d'opérations, depuis sur les 5 dernières années, un peu partout en France, on le reverra tout à l'heure. Et c'est un fonds qui a été utilisé de manière assez
ciblé, assez concentré, à la fois en termes de phénomènes, puisque les 3/4, en gros, des délégations ont été dévolues à la prévention de la submersion marine et des inondations. 6 départements ont mobilisé 50% de la totalité des délégations du Fonds Barnier depuis sa création, on verra lesquelles tout à l'heure. Une mesure en particulier qui est assez symbolique a mobilisé la majeure partie du fonds, enfin en tout cas, et la première mesure la plus mobilisatrice, c'est la mesure qu'on appelle études, travaux et équipements des collectivités territoriales, à l'intérieur de laquelle on retrouve tous les programmes d'action de prévention des inondations en particulier, mais aussi le confortement parasismique aux Antilles, pour ce qui est de l'essentiel. Un dernier élément d'éclairage de chiffres clés sur le fonds Barnier, qui est ce ratio que vous avez en bas à gauche de ce carré bleu, qui dit que si on ramenait tout le problème finalement à des euros de sinistralité, que l'on ramenait à l'année, et qu'on ramenait tout cela à 100 euros de sinistralité, on peut regarder que sur 20 ans, en moyenne, a été dépensé 10 euros de fonds Barnier pour faire face à 100 euros de sinistralité. C'est un indicateur intéressant parce qu'il permet de montrer le dimensionnement de la politique qui entend donc prévenir les risques naturels. Alors, je reviens un instant sur ce rapport et sur la manière dont il est conçu, la manière dont il est structuré. Vous retrouverez 4 parties. Une partie dont on ne va pas beaucoup parler aujourd'hui, c'est un zoom sur l'année 2019, la dernière année sur l'année laquelle on a des données complètes et consolidées. Donc ça, on va passer, mais ça vous donnera des informations qu'on vous invite à consulter. Une deuxième partie, une troisième, une quatrième qui en fait fonctionnent ensemble. La deuxième partie, elle a vocation à rassembler tout ce que l'on pouvait faire de plus synthétique, issus des données collectées par la CCR, issus des modèles produits depuis plus de 15 ans pour montrer l'exposition du territoire à des catastrophes passées, actuelles et futures. La troisième partie, c'est la manière dont le fonds Barnier a été mis en place sur le territoire. Et la quatrième partie, c'est le croisement des 2 précédentes. Bien sûr, la quatrième partie la plus intéressante, et c'est sur celle-ci que l'on va davantage s'attarder aujourd'hui, et Nicolas Monnier nous en parlera largement. Je vais vous présenter très brièvement les parties 2 et 3 pour vous donner un peu à voir ce que vous pourrez trouver dans ce rapport et ce qu'il commence à dire. Donc, sur l'exposition et la vulnérabilité du territoire français aux catastrophes naturelles, quelques éléments. D'abord, vous trouverez des éléments sur les catastrophes passées. Les catastrophes passées sur la période où le fonds a été mobilisé de 1995 à 2019. Ce que l'on peut dire de manière très résumée, c'est un peu moins de 30 milliards d'euros de dommages sur cette période-là, répartis de la manière suivante, une moitié pour les inondations et les submersions marines, 40% pour la sécheresse géotechnique et une dizaine de pourcents pour le reste. Et dans ce reste, c'est beaucoup les cyclones, et notamment le cyclone Irma qui pèse très lourdement sur cette partie-là. Donc, une sinistralité très concentrée finalement sur quelques phénomènes. À droite, vous avez la chronologie des événements par année. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette chronologie? D'abord, il n'y a pas d'année sans catastrophe naturelle depuis 1995. Donc, il y a un bruit de fond permanent, plus ou moins fort. Et puis, il y a des pics. On le voit. En 2003, sécheresse très importante, inondation très importante dans la basse vallée du Rhône. C'est 2017, une sécheresse importante et surtout le cyclone Irma. Et puis, c'est des pics aussi en 2010 avec la tempête Xynthia, qui a été très structurante pour la politique de prévention. Cette chronologie, elle est importante parce qu'elle nous montre, elle montre là où comment le territoire a souffert, comment il a été meurtri ces dernières années. Et c'est important parce que souvent, ça a été structurant pour établir des politiques publiques à l'échelle nationale ou à l'échelle locale, pour lancer des dynamiques. Et on pourrait faire l'historique de tout cela. On verrait qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à ces événements passés. En même temps, ces événements passés, ils ne représentent qu'une partie de la réalité de l'exposition du territoire français. Pour quelle raison? Parce que les événements qui se sont passés sur cette fenêtre de 25 ans, ils auraient pu se passer différemment, ils auraient pu se passer autrement, ailleurs, passer un petit peu sur un territoire plus exposé ou moins exposé. Il y aurait pu avoir des événements plus intenses et moins intenses. Et de ce fait, la perception que l'on peut avoir et qui est véhiculée aussi dans les médias, elle peut être un petit peu biaisée par les événements récents qui ont été subis. Pour pallier à cela et pour compléter la vision, c'est tout l'intérêt des modèles. La modélisation, elle permet artificiellement de bénéficier non pas de 25 années d'événements, mais artificiellement de plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années d'événements qui nous permettent de déboucher sur des indicateurs de dommages moyens annuels assurés, modélisés, que l'on peut comparer ensuite à la sinistralité vécue ces 25 dernières années. C'est ce que l'on vous propose. C'est ce que l'on propose donc dans le rapport. La barre rose, qui est à gauche, c'est le dommage moyen annuel
assurés, modélisés par la CCR pour des phénomènes de type inondation, submersion marine, sécheresse, séisme et cyclone. Et ce que vous avez, la barre bleue, c'est la barre qui correspond à la sinistralité réellement vécue pour ces mêmes phénomènes sur la période considérée. La différence qu'il y a entre ces deux barres, elle ne dit pas autre chose que malgré tout ce que le territoire a pu vivre ces 25 dernières années, le territoire français a globalement plutôt été épargné. C'est évidemment très important à envisager parce que la question derrière, ça va être de savoir si la politique, elle est davantage menée sur la barre bleue ou davantage menée sur la barre rose. Cette distorsion qu'il y a entre les résultats de modèles, qu'il faut aussi prendre avec précaution, hein, bien sûr, on est dans un webinaire qui va très vite, mais tout cela est indiqué dans les rapports. Cette distorsion, elle se fait de manière différente selon les phénomènes, elle se décline de manière différente selon les phénomènes. On voit que c'est très vrai pour les séismes et les cyclones, où globalement, le territoire a été très épargné par ces phénomènes-là. C'est en revanche pas le cas pour la sécheresse et les inondations et les submersions marines. Je passe pour vous dire que cette déclinaison entre la sinistralité réellement vécue et les dommages assurés moyens annuels modélisés, exprimés dans la même unité sur ces deux cartes. Donc la carte à gauche, c'est la sinistralité historique, la carte à droite, c'est la carte modélisée. Ben, c'est intéressant de regarder les écarts qu'il peut y avoir entre la carte de gauche et la carte de droite, qui montrent qu'il y a des territoires qui ont pu être fortement sinistrés et qui, au vu de nos modèles, apparaissent comme relativement peu exposés, ou vous pouvez avoir l'inverse, des territoires qui ont été très peu sinistrés, c'est le cas des Antilles, de la Réunion, et qui sont en revanche extrêmement exposés. C'est le cas également de la vallée du Rhône, de la basse vallée de la Loire, c'est le cas de l'Est de la France, et j'en passe. Tout cela, vous pourrez le retrouver de manière détaillée dans le rapport. Là encore, la question, c'est de savoir est-ce que la politique, et c'est ce qu'on va voir avec Nicolas Monnier après, est-ce qu'elle s'est plus menée finalement sur la carte de gauche ou sur la carte de droite. Autre comparaison que l'on fera tout à l'heure, vous le verrez, nous avons projeté là où c'était possible, c'est-à-dire sur toute la France et pour la plupart des phénomènes, excepté pour les DOM, ce dommage moyen annuel à l'horizon 2050. C'est la suite d'une étude climatique réalisée avec Météo France qui permet de montrer ces éléments-là et qui permet de voir comment les territoires français devraient être exposés à l'horizon 2050 au vu des effets du changement climatique et de l'évolution de la concentration de la population. Tout ce travail a été décliné par phénomène et la carte de droite, c'est simplement la carte pour les inondations. Je passe pour arriver à la partie 3 du rapport, qui est une partie qui va faire le bilan de la manière dont le fonds Barnier a été mobilisé ces 25 dernières années. Quelques éléments qui sont très importants à avoir en tête. La carte de gauche, c'est la carte de l'évolution des délégations, donc des engagements du fonds Barnier au cours du temps. Donc, ce qui est très manifeste, c'est la dynamique. On est sur une politique extrêmement dynamique qui ne cesse de croître. Il y a des pics, 2010-2011, c'est Xynthia, donc un pic d'acquisition amiable, on pourra en reparler, mais il y a une dynamique qui est croissante, qui est constante et qui va se confirmer en 2020 puisqu'on aura vraisemblablement l'année des plus fortes délégations depuis l'origine du fonds. À droite, ce que vous avez, c'est la manière dont le fonds s'est concentré depuis 1995, depuis la création du fonds, donc la manière dont il s'est réparti. D'abord, tous les territoires globalement ont pu bénéficier de fonds Barnier. Les délégations de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont rattachées à la Guadeloupe, pour information. Et on voit ces 6 départements qui ont mobilisé 50% des délégations du fonds Barnier depuis sa création. C'est la Martinique, la Charente-Maritime, la Vendée, le Gard, l'Isère et les Alpes-Maritimes. On aura des éléments d'explication tout à l'heure. Autre élément, autre façon de regarder le fonds Barnier, c'est de voir ce qu'il a financé en termes de phénomènes, de prévention de phénomènes. On s'aperçoit que, je l'ai dit en introduction, 75% c'est pour les inondations et les submersions marines. Ça se répartit en gros 47% pour les inondations et 26% pour les submersions marines. Principalement, donc, ce sont ces deux phénomènes-là. Les séismes, ça représente 11%, les mouvements de terrain 12%. De la totalité des délégations du fonds Barnier. Donc un fonds qui est quand même assez concentré, qui va traiter 3-4 aléas de manière absolument prioritaire. La carte, elle vous montre simplement la répartition des délégations du fonds Barnier pour les inondations et les submersions marines. Vous le retrouvez dans le rapport. Tout ça est décliné par aléas. Et en base, vous avez la chronologie de l'évolution de la mobilisation du fonds Barnier pour les inondations et les submersions marines. Je passe pour arriver sur les mesures finalement du fonds Barnier, les mesures éligibles, celles qui apparaissent comme étant les plus mobilisées sur la totalité de l'histoire du fonds. La mesure la plus mobilisée, c'est
des études, travaux, équipements des collectivités territoriales. Derrière ce jargon-là, j'allais dire, il y a à la fois beaucoup les programmes d'action de prévention des inondations et beaucoup les ouvrages hydrauliques de protection, et à la fois beaucoup le confortement parasismique des écoles aux Antilles, donc qui ont mobilisé beaucoup de fonds Barnier sur cet aspect-là. Ce que l'on voit, c'est que cette mesure, elle est extrêmement dynamique en termes de chronologie, hein, c'est de délégation, d'évolution des délégations. Et elle est le fait, en particulier, de quelque chose qui a révolutionné la mobilisation du fonds au cours de la dernière décennie, c'est la montée en puissance des collectivités locales. Lorsqu'on regarde la manière dont le fonds Barnier est mobilisé depuis une décennie, on voit que, certes, l'État a délégué pour 40% des montants du fonds Barnier, mais la quasi-totalité du reste, ce sont des collectivités locales avec une dynamique très forte qui est liée à beaucoup de choses qui sont liées à des réglementations européennes qui sont mises en place, à de nouvelles compétences, en particulier qui est liée au plan séisme anti qui est né en 2007. Et tout cela, effectivement, permet aux collectivités de mobiliser de manière de plus en plus importante le fonds Barnier. À noter sur ce dernier graphe, le privé c'est-à-dire les particuliers, les entrepreneurs qui ne mobilisent que pour 2% des délégations du fonds Barnier sur l'ensemble de la période. Voilà pour ce bref aperçu de la manière dont le fonds Barnier a été mobilisé. On en vient maintenant à la partie suivante, qui est celle qui croise un peu toutes ces données. Nicolas, je te laisse. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Et merci encore une fois à la CCR d'avoir organisé ce webinaire qui nous permet de présenter ce rapport très important. Donc, la diapositive suivante. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Eh bien, elle compare aléa par aléa, la sinistralité. À gauche, vous avez la sinistralité historique, au centre, la sinistralité modélisée, et elle le compare à la mobilisation du FPRNM. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux types. On voit à la fois des similitudes et des écarts dans la répartition par aléa. Premièrement, on voit que les inondations, la part de mobilisation du FPRNM, la part de mobilisation et la part de sinistralité modélisée sont assez comparables. Et on le voit, on voit également, comme l'a dit Nicolas Baudussot à l'instant, que l'inondation apparaît également dans la sinistralité historique. Autre point de similitude, c'est la mobilisation du FPRNM sur l'aléa séisme et la sinistralité potentielle, la PMA, la perte modélisée annuelle, sur ce même aléa. Mais cette fois, une petite différence, on voit qu'on ne voit pas de sinistralité séisme historique se manifester. Donc, on a eu une mobilisation préventive du FPRNM sans sinistralité historique. Alors, on voit aussi des écarts. Inversement, on voit que l'aléa sécheresse, le retrait-gonflement des argiles, apparaît fortement en sinistralité historique ou modélisée, mais n'apparaît pas puisque le FPRNM n'est pas mobilisé sur cet aléa. Le FPRNM ne couvre pas les conséquences de ce phénomène naturel. La prévention relève de dispositions constructives et de règles de l'art assez simples pour éviter les désordres. D'ailleurs, une réglementation vient d'être mise en place pour éviter que les nouvelles constructions puissent être mises à l'écart de ces désordres. Donc, le RGA fait beaucoup de désordres, mais ce n'est pas un risque majeur pour les vies humaines. Alors, autre différence, c'est le risque cyclonique qui apparaît également en sinistralité modélisée. C'est encore une fois un problème constructif. Une réglementation sera mise en place à court terme pour préserver les dommages liés à ce phénomène naturel. Inversement, on voit que le FPRNM a été fortement mobilisé pour le risque de submersion marine. On l'a vu tout à l'heure, c'est manifestement la conséquence de la tempête Xynthia qui a induit beaucoup de délocalisations pour mettre les gens à l'abri et qui a financé beaucoup de travaux de prévention des submersions sur le littoral atlantique, notamment en Charente ou en Charente-Maritime ou en Vendée. Donc, ces différences entre mobilisation et sinistralité s'expliquent. La prévention des risques naturels, ce n'est pas uniquement la préservation des dommages, c'est aussi la préservation des vies humaines. Donc, ça explique ces différences. Le FPRNM, on l'a dit, on le redit,
permet de financer des délocalisations, permet de mettre à l'abri des personnes dont les vies humaines seraient gravement menacées, soit après un événement, typiquement ce qui s'est passé sur Xynthia, soit préventivement. C'est souvent le cas, notamment pour les personnes exposées à un risque de mouvement de terrain. Et on voit que le mouvement de terrain apparaît comme aléa soutenu par le FPRNM, alors qu'il n'apparaît pas en sinistralité. La diapo suivante, cette fois-ci, c'est une comparaison géographique et non plus par aléa, une comparaison géographique entre la sinistralité et la mobilisation du FPRNM. Alors, quelques petits rappels avant des éléments d'interprétation. La mobilisation du FPRNM est très liée à l'existence de PPRN. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est aussi extrêmement lié à la mobilisation des collectivités locales. Sur les territoires, la prévention se met en place sur les territoires par les collectivités locales. On a parlé, enfin, on le sait depuis quelques années, la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, a été mise en place spécifiquement pour cet aléa. Mais sur les autres aléas, il n'y a pas de compétence particulière mise en place, mais c'est aussi les collectivités qui interviennent pour la prévention des risques naturels. Donc, il est absolument fondamental, et ça a été une des motivations conjointes avec la CCR sur la publication de ce rapport. Il est fondamental que les collectivités connaissent leur exposition aux risques naturels et aussi, évidemment, connaissent les possibilités, les règles de mobilisation du FPRNM. Donc, maintenant, quelques éléments d'interprétation à partir de ces cartes. On voit deux constats. Le premier constat, c'est que la mobilisation du FPRNM, elle suit deux logiques. Quand on regarde ces cartes qui nous montrent la répartition, la sinistralité historique modélisée à 2050, et puis la répartition géographique du FPRNM, soit sous forme de cercle noir, soit en se remémorant la diapositive numéro 9 où on voyait la répartition département par département de FPRNM, on voit donc qu'il y a deux logiques de mobilisation. Soit post-événement, typiquement on voit le littoral atlantique, Vendée, Charente-Maritime, l'arc méditerranéen avec les départements du Gard, de l'Aude, des Alpes-Maritimes qui ont été malheureusement plusieurs fois sinistrés. Soit en creux, on voit des départements où il n'y a pas forcément beaucoup de sinistralité, mais une forte mobilisation du FPRNM. Et donc il y a deux types de mobilisation, soit post-événement, soit... Et la deuxième explication, on l'a en comparant la mobilisation du FPRNM avec la carte de sinistralité potentielle. On voit que c'est une mobilisation préventive qui a été faite. Typiquement, il y a les Antilles, fortement exposées aux risques sismiques, où la basse vallée du Rhône, qui était la basse vallée du Rhône, la vallée aval de la Loire, l'est de la France, sont des zones qui peuvent mobiliser le FPRNM préventivement. Et donc, ce qui est rassurant, c'est que là où le FPRNM a été mobilisé sans qu'il y ait de sinistralité historique constatée, on voit que c'est des zones où il y a de la sinistralité potentielle. Donc, c'est rassurant. La mobilisation géographique du FPRNM est assez pertinente. Cette fois-ci, encore une comparaison entre sinistralité historique ou modélisé et FPRNM, et cette fois sous forme de ratio. Donc, vous reconnaissez le chiffre qui a été cité par Nicolas Baudusseau en introduction. On voit que pour 100 € de dommages assurés annuels, on a 10 € de délégation du FPRNM ou 8 € lorsqu'on ne prend plus la sinistralité historique, mais la sinistralité modélisée. Mais il faut se souvenir que le FPRNM intervient en cofinancement. Le chiffre moyen, est de 46%. Donc, ce n'est pas en face de 100 € de dommages assurés annuels, ce n'est pas 10, mais plutôt 20 € mobilisés. Et autre information intéressante, c'est que les analyses économiques qui ont été mises en place dans le cadre des financements apportés par le FPRNM, notamment dans le cadre des PAPI, où le cahier des charges exige des analyses coûts-bénéfices ou des analyses multicritères, ces analyses nous apportent l'information que pour 1 € investi, c'est globalement 3,5 € de bénéfices pour les années futures. Donc, on voit que l'investissement monétaire mis en place face aux dommages assurés est plus important que le chiffre de 10 € ne pourrait le laisser penser.
Voilà, donc on a parlé beaucoup de chiffres, on a parlé beaucoup de dommages, mais je voudrais sans du tout remettre en cause cette étude que nous avons voulu conjointement avec la CCR. Il faut avoir ces indicateurs sont très très intéressants, ils vont nous servir à tous, toutes les parties prenantes impliquées dans la prévention. Il faut juste avoir comme un petit peu quelques éléments importants en tête. Donc là, ce rapport présente la prévention des risques naturels par le FPRNM. Et je le redis, le FPRNM n'est pas la seule source de financement de la prévention. Hein, nous l'avons vu, que 46% il intervient en cofinancement. Il faut pas oublier que à côté du FPRNM, d'autres crédits de l'État interviennent également. Le budget des établissements publics de l'État n'est pas pris en compte dans les indicateurs, mais il est bien présent. Plusieurs opérateurs interviennent, le BRGM, Météo France, pour les plus connus, Météo France, la carte de vigilance. Enfin, ce sont aussi des moyens financiers et des moyens humains très importants mis en place pour la connaissance, la surveillance des aléas naturels. Et puis, bien entendu, c'est le financement des collectivités. 46% de FPRNM, le reste, c'est pratiquement des financements intégralement des financements de collectivités. Après, effectivement, c'est tout à fait normal de prendre, c'est l'indicateur le plus rapidement mobilisable. C'est logique de regarder les crédits mobilisés, mais il faut aussi garder en tête que certaines actions sont très visibles dans les indicateurs car elles sont très coûteuses de par leur nature. Typiquement, des digues, ça coûte cher par nature, et en plus, certaines coûtent encore plus cher parce que malheureusement, il y a des conditions géotechniques difficiles ou des conditions de mise en place, notamment sur le littoral, qui font que ces travaux coûtent encore plus cher. Donc, ils vont ressortir encore plus dans les indicateurs, dans les cartes. Mais il faut avoir à l'esprit que certaines actions, inversement, sont peu coûteuses, mais sont très efficaces et ne ressortent pas forcément dans les cartes. Et néanmoins, elles sont très importantes. Je pense bien naturellement aux PPRN, qui sont des mesures mises en place pour maîtriser l'urbanisation, ou d'autres mesures réglementaires constructives existantes ou à venir. Un urbanisme bien adapté aux risques qui prend en compte dès le départ les risques naturels, ça ne va pas forcément coûter plus cher. Et je pense aussi aux actions de communication, de sensibilisation du public qui permettent d'éviter les comportements dangereux, d'éviter les morts lors de la manifestation d'aléas. Tout ça, c'est des actions indispensables qui ne sont pas forcément visibles dans les indicateurs monétaires. Et nous l'avons vu récemment dans un autre rapport de la CCR, que c'est justement l'association de mesures structurelles et non structurelles qui permet de rendre la politique de prévention encore plus efficace. C'est ces associations de mesures structurelles et non structurelles qui fait baisser le plus les indicateurs de sinistralité. Voilà, et puis dernier petit rappel, effectivement, la prévention des risques naturels, c'est bien entendu la préservation des dommages, la limitation des dommages, mais c'est aussi la préservation des vies humaines, qui n'apparaissait pas dans les indicateurs que nous vous avons présentés aujourd'hui. Alors, une nouvelle information, après, nous avons beaucoup comparé sinistralité et FPRNM. Là, nous allons parler plan de prévention des risques naturels. Ces cartes, cette diapo nous apporte le taux de couverture par les communes couvertes en PPR sur des dommages assurés annuels. Des chiffres voisins, 89% pour la sinistralité historique, 88% pour la sinistralité modélisée. Alors pourquoi vous présentez ce taux? Eh bien parce que, souvenons-nous qu'historiquement, le régime d'indemnisation catastrophe naturelle et la maîtrise de l'urbanisme ont été mis en place simultanément. Pourquoi? Simplement pour contribuer à la soutenabilité du régime CatNat et pour maîtriser l'urbanisme dans les zones d'aléas les plus faibles. Il fallait donc que les PPR se mettent en place dans les zones les plus exposées aux risques naturels, dans les zones les plus risquées, pour éviter que les enjeux potentiellement dommageables, enfin potentiellement exposés et créant des dommages, ne croissent encore plus dans ces zones d'aléas. Eh bien, je pense qu'on peut dire que l'objectif est atteint. 89% de la sinistralité ou 88% de la sinistralité couverte par les communes couvertes par un PPRN. Je pense qu'on peut dire que l'objectif est atteint. Toute la France ne pourra pas être couverte de PPRN. L'indicateur n'a pas vocation à atteindre 100%. Il y aura toujours une part de sinistralité diffuse en France pour lequel le PPRN ne sera pas l'outil adapté.
Et dernier point, le PPRN, donc on peut dire que les PPRN ont été mis en place d'une façon pertinente géographiquement, là où la sinistralité est la plus forte. Et quand on sait que les PPRN sont souvent la clé du financement du FPRNM, on peut alors dire que la politique de prévention a été mise en place de manière prioritaire dans les territoires là où les plus sinistrés ou sinistrables. Voilà. Je passe la parole à... Oui, merci beaucoup Nicolas et Nicolas pour cet exposé, je crois à la fois très clair et très complet. J'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure, mais bien entendu, vous retrouverez tout le contenu de cette présentation sur Internet très prochainement. J'ai envie maintenant de me tourner vers Denis Thuriot pour avoir peut-être sa réaction à cette présentation. Que vous inspirent ces éléments, ces résultats, peut-être à la fois en tant que président du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, peut-être également en tant que maire de Nevers, d'élu local. Oui, ben merci de m'avoir invité, permettre de m'exprimer. Alors, j'ai aussi comme fonction d'être coprésident de la commission mixte inondation et on a vu qu'effectivement, pratiquement la moitié des crédits étaient consacrés justement sur le risque inondation. Donc, c'est important de le rappeler. Je sors d'ailleurs de l'Assemblée générale du CEPRI qui est en cours actuellement et donc je me partage dans mes différentes fonctions ou casquettes. Mais en tout cas, je vais vous livrer effectivement mes réactions par rapport à votre analyse dont je vous remercie également la corréler parfois un petit peu avec le territoire que je représente. Alors, je pense que, en tout cas, ce rapport nous permet, est enrichissant. Tout d'abord, je voulais le souligner, et nous permet de voir que finalement l'ensemble du territoire est exposé à un certain nombre de risques. Alors, on peut considérer qu'il y a des zones plus exposées, donc il faut les prioriser. C'est ce qui a été rappelé, telles que les zones de montagne, par exemple, particulièrement exposées notamment aux mouvements de terrain, aux inondations. On l'a vu encore récemment. Et puis, je n'oublie pas l'outre-mer, avec un risque d'exposition, cela a été dit, particulier sur le risque sismique et les risques cycloniques. Alors, la modélisation est intéressante parce que c'est important de savoir d'où l'on part et les constats et les rappels historiques de certains risques qui ont été avérés, mais aussi savoir où l'on va. Et cette modélisation nous démontre que si on suit ce rapport, à peu près en 2050, nous serons sur une nécessité de l'ordre de 400 millions d'euros. Vous avez rappelé tout à l'heure que le budget aujourd'hui, qui rejoint le budget de l'État, est de 205 millions d'euros, ce qui est, je pense, est de nature à rassurer un certain nombre d'élus. Je rappelle qu'il y a pas mal de nouveaux élus que nous souhaitions au niveau du COPRNM sensibiliser sur ces risques naturels majeurs. C'est l'intention aussi du CEPRI, mais malheureusement, les circonstances font que c'est assez compliqué en ce moment. Mais c'est important, pourquoi? Parce que vous avez souligné le rôle croissant des collectivités, y compris financiers en abondant. Et il est important d'intéresser ceux qui prennent les rênes des collectivités sur des risques qu'ils ne maîtrisent pas toujours très bien, et c'est assez normal, et aussi sur parfois des budgets assez lourds à devoir voter, et donc à motiver, si je puis dire, l'ensemble des élus dans notamment au niveau des EPCI. Alors, voilà, il faut savoir qu'effectivement, de par les évolutions climatiques dont on nous parle tous les jours et qui sont souvent bien réelles, on risque d'être effectivement d'augmentation assez forte sur l'échéance 2050 et peut-être qu'en tout cas l'analyse anticipée et finalement une prévention élargie, parce que c'est aussi cela, à mon avis, que peut aider justement la gestion du FPRNM, c'est aussi la culture du risque. Et donc, je pense que nous, les élus, nous devons sensibiliser à la fois nos citoyens, mais aussi les autres membres de nos assemblées. Je voulais également souligner que ça rejoint ce que je viens de dire, qu'il y avait une nécessité d'une mobilisation. Et je pense qu'aujourd'hui, la société est prête à se mobiliser pour consacrer des fonds, évidemment en accompagnant le FPRNM sur voilà, des dépenses qui n'étaient pas forcément jugées prioritaires à un moment donné, ou en tout cas en termes d'aménagement du territoire, des choix qui n'étaient pas à l'époque les bons. Et aujourd'hui, en tant qu'élus, nous ne pouvons plus nous tromper dans un certain nombre de décisions, et notamment de délivrance de permis de construire. Donc en tout cas, moi, ce que je constate par cet historique que vous avez rappelé, c'est qu'il y a quand même une mobilisation de l'État, des collectivités, depuis plusieurs décennies pour à la fois surveiller, avec un certain nombre aussi
d'outils de protéger, mais aussi de rendre nos territoires qui soient moins vulnérables et puis qui sachent aussi réagir quand le risque parfois ne peut pas être évité. C'est la raison pour laquelle je considère que cette prévention, aujourd'hui, je pense qu'auparavant, on était sur une prévention qui était consécutive à un risque majeur avéré, et j'ai envie de dire un peu trop tard. Et aujourd'hui, même si parfois on sera trop tard parce qu'il y a des choses inévitables, on le sait, malgré tout, je pense qu'on est plutôt dans une prévention grâce à la modélisation qui nous permet d'être dans l'anticipation, et je pense que c'est ce qui est attendu par les élus. On parle de mobilisation, je voulais juste me permettre de citer l'exemple de Nevers qui s'est engagé il y a déjà plusieurs années sur un PAPI de l'ordre de 23 millions d'euros, aidé par le FPRNM à hauteur de 12 millions et demi d'euros. Donc pour notre territoire, ce sont des sommes importantes. La Loire a épargné au cours du XXe siècle relativement Nevers, même si d'autres villes de la Nièvre et d'autres villes aux abords de ce fleuve ont été touchées. Mais malgré tout, on n'est pas à l'abri. Et je pense qu'il ne faut pas lever la garde. C'est la raison pour laquelle nous menons aussi des opérations de sensibilisation vis-à-vis de nos concitoyens, vis-à-vis des nouveaux élus. Et donc, ça me semble important, effectivement, de considérer que c'est tous ensemble qu'on pourra essayer d'évoluer. Et tout à l'heure, je vous disais que j'étais à l'Assemblée générale du CEPRI, justement. Il y avait une représentante de Nemours qui indiquait qu'elle avait justement articulé une nouvelle OPA-RU avec justement le risque inondation, Nemours ayant particulièrement été touché. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a finalement une intégration de la prise en compte de la vulnérabilité d'un territoire dans des dynamiques d'aide à la rénovation des logements. Donc on voit bien que pour le coup, cette sensibilisation est réelle. Et je pense d'ailleurs qu'il faut encourager les papiers d'intention. On a examiné un papier il n'y a pas longtemps qui a été validé au niveau de la CMI, mais voilà, qui avait quelques faiblesses parce qu'il n'y avait pas eu réellement un papier d'intention, et je pense que cela aussi contribue justement à mieux maîtriser le risque et à bien connaître son territoire. Alors, je suis convaincu que ce rapport sera très riche pour les différents territoires concernés, on l'a vu qu'ils le sont un peu tous. Je voulais moi aussi souhaiter un bon anniversaire finalement au FPRNM, puisque les 25 ans, c'est à la fois important, mais c'est à la fois encore jeune vu ce qui nous attend, on le voit d'ici 2050, c'est-à-dire dans 30 ans. On le sait, il y a eu une mobilisation importante au niveau des crédits qui ont augmenté, et on a eu au dernier COPRNM des doutes sur le maintien, si je puis dire, de la voilure, en tout cas le maintien d'une enveloppe qui soit suffisante. On voit que globalement, aujourd'hui, ça correspond en tout cas aux capacités et aux attentes. Donc, on a vu aussi que le FPRNM, en 25 ans, a évolué aussi dans ses modalités d'intervention. Vous l'avez rappelé. Alors, aujourd'hui, il est plus qu'une simple ressource, c'est plus qu'une simple ressource financière. Il a permis aussi, vous l'avez dit, donc je vais pas m'y attarder, mais de considérer que les plans de prévention risques naturels ont été mis en œuvre, et on voit que finalement, ces plans de prévention couvrent pratiquement 90% des dommages annuels. Ça veut dire qu'il y a une réelle correspondance, et c'est ça qui est intéressant, entre ce qui a été encouragé, mis en place par ces plans, et donc ce qui peut être couvert. Et puis, je voulais aussi citer, j'ai noté que il y a une réactivité aussi qui est aujourd'hui acquise, me semble-t-il. Vous avez cité un certain nombre d'événements. Je rajouterai les inondations majeures, évidemment, qu'on constate encore régulièrement, la tempête Xynthia, et puis également dans l'Aude ou les Alpes-Maritimes. Et quand j'ai de réactivité, le président de la République a donc annoncé 50 millions d'euros qui étaient mobilisés notamment pour un certain nombre de délocalisations. Donc voilà, ça permet de réagir et ça permet aussi d'anticiper. C'est vrai que la politique d'anticipation, notamment au niveau des Antilles, a bien joué son rôle au niveau du plan séisme. Je voulais aussi indiquer que finalement, les événements qui se passent et qui sont toujours regrettables, parce que derrière, vous l'avez rappelé, j'y reviendrai rapidement, au-delà de l'évaluation de la sinistralité matérielle, il y a des vies humaines, il y a des vies sur un plan moral qui sont forcément touchées, mais il faut tirer les leçons des choses en toute chose. Et donc, ces retours d'expérience ont permis, je constate aussi, de dynamiser des politiques publiques et en tout cas de sensibiliser des élus anciens ou nouveaux à des risques parfois qu'ils négligeaient.
pas forcément de façon coupable, mais parce qu'il y avait d'autres priorités, parce que leur territoire n'avait pas été touché depuis longtemps. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on n'est pas touché depuis longtemps, notamment en matière d'inondation, qu'on ne peut pas l'être demain. Je voulais aussi rappeler, enfin, vous l'avez fait avant moi, donc c'est pas forcément un rappel, mais en tout cas, me féliciter de l'effet levier qu'avait ce fonds, dans la mesure où, vous l'avez dit, c'est un cofinancement avec un taux de 46%. Donc voilà, il y a un encouragement aussi et des contributions des collectivités. C'est pour ça que finalement, je pense qu'il y a cette dynamique à partir du moment où chacun s'investit, y compris financièrement. Et puis, au-delà de cela, je pense que ce rapport nous donne des outils d'analyse efficaces, d'analyse aussi de certaines mesures. On a parlé lors de la journée du 13 octobre où je suis intervenu, notamment par le ministère de la Transition écologique, au ministère de la Transition écologique, donc de ce rapport qui montrait en tout cas l'efficacité de la politique de prévention inondation. Et on le voit lorsque les PPRI, les PCS et les PAPI sont mis en œuvre simultanément sur un territoire, ça permet d'être efficace pour lutter contre justement ces risques, et ça démontre qu'après il y a une sinistralité qui est à la baisse et donc un coût qui est moindre. Donc voilà ce que je voulais dire. Peut-être aussi que aujourd'hui on est sur des zones qui sont parfois connues dans leur sinistralité, d'autres moins, et on le voit lors de la présentation de certains papis où il y a parfois, je l'ai dit tout à l'heure pour l'un, quelques faiblesses dans leur démonstration. Donc ça veut dire qu'il faut sans doute encore mieux connaître son territoire pour adapter les mesures à prendre. Et cette politique de prévention, elle ne peut pas s'évaluer que sur la sinistralité, vous l'avez dit, mais je souhaite insister là-dessus. Et on est tous garants, on est tous quelque part protecteurs de nos concitoyens dont nous sommes en charge à des fonctions parfois différentes. Et donc, il faut, au-delà de la sinistralité des biens assurés, considérer que l'investissement de ces fonds, c'est économe de vie humaine et donc évidemment qu'ils ne peuvent pas être évalués. Et puis le FPRNM, c'est aussi, je l'ai dit aussi au début de mes propos, une façon de sensibiliser à la culture du risque. Et plus on sera en amont, plus on sera dans l'anticipation, plus on emmènera un maximum de gens dans la sensibilisation de ces risques, eh bien, je pense que mieux on se portera et ça nous permettra en tout cas au niveau de tous les professionnels, que ce soit architectes, promoteurs, etc., d'avoir des constructions et de l'urbanisme nouveau, parfois connecté, mais en tout cas adapté aussi à l'aléa des territoires qui sont parfois différents. Sur l'évolution que je vois au niveau du fonds et de la politique de prévention, elle doit évoluer évidemment, elle doit s'adapter et que ces évolutions soient financières ou pas. Je voulais noter notamment la nouvelle réglementation qui a été mise en place pour les risques du retrait et du gonflement des argiles sur les constructions neuves. La mission également interministérielle pour réfléchir à la façon de traiter le cas de constructions déjà existantes qui sont exposées justement au retrait et gonflement des argiles, et puis le projet d'une réglementation paracyclonique à courte échéance. Et puis évidemment, par ma casquette de président du COPRNM, et nous l'avons déjà évoqué lors des séances antérieures, nous avons une séance vendredi matin, nous avons mis en place un groupe de travail, enfin plusieurs d'ailleurs, notamment évidemment forcément en direction de la prévention des risques et notamment du risque sismique en métropole ou alors du risque lié aux cavités souterraines. Ce qui veut dire que par une nouvelle disposition qui va être votée par le Parlement dans le cadre à titre expérimental dans le cadre de la loi de finances 2021, justement, la mise en œuvre reposera sur ce groupe de travail qui sera piloté par la Fédération française des assurances et également par l'agence qualité construction pour permettre de reconstruire de façon plus résiliente, comme l'on dit aujourd'hui, après une inondation et notamment sous le nom de Build Back Better. Donc voilà un certain nombre d'enjeux. Évidemment, en tant qu'élu local, en tant que maire également, président d'agglomération, j'essaye vraiment de mettre en œuvre une politique de prévention et je le dis d'autant plus que celle-ci avait été entamée avant que je sois élu en 2014. Donc je m'en félicite évidemment pour notre territoire qui n'est pas à l'abri de tout, mais qui a quand même beaucoup investi en lien avec ce fonds, en lien avec l'État. Et donc pour moi, le rôle de ce fonds est évidemment indispensable et il n'est pas question de le remettre en cause. Je pense qu'il est
attentif de notre part de veiller à ce que les fonds sont en adéquation avec les besoins des différents territoires, plus que jamais nécessaire, et on le voit par rapport aux modélisations, puisque vous nous avez montré par ce rapport ce qui s'est passé, mais aussi ce qui risque de se passer. Et on voit que c'est à peu près finalement relativement similaire, sauf avoir une augmentation liée aux risques climatiques qui sont parfois nouveaux. Voilà, donc j'avais souligné tout à l'heure qu'il était important de bien connaître son territoire et l'exposition de son territoire. Ça nous permet d'être plus efficace avant une catastrophe n'arrive. Et je pense que ce rapport et ces déclinaisons régionales vont être véritablement un outil à la fois pour les différents services de l'État et aussi déconcentrés, mais aussi vont nous permettre encore davantage de mobiliser, notamment les élus de cette nouvelle mandature. Je pense que éclairer l'aménagement du territoire, c'est quand même primordial. C'est pas toujours simple quand on arrive, comme on dit, aux affaires. Et donc, je pense que ce rapport va être véritablement dans une visée d'améliorer l'efficacité. Je pense que c'est ce que nous recherchons tous, et notamment veiller à ce qu'un diagnostic participe à la bonne connaissance du risque. Je pense que c'est comme ça qu'on limitera à la fois les choses, ou en tout cas on prendra des mesures et des décisions, et la maîtrise de l'utilisation de ces fonds pour qu'elle soit la plus efficiente possible. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour ce retour qui est encourageant pour nous. On se réjouit que ce rapport puisse être utile. Hein. C'est vraiment l'objectif, utile pour l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Puis même, on retient également les axes pour l'avenir qui va nous pousser à progresser encore. Je vais passer maintenant aux questions des participants. Alors, il y a de très nombreuses questions. Je ne pense pas que nous pourrons toutes les prendre, mais déjà une première question. Alors, peut-être que ce sera intéressant d'ailleurs d'avoir le retour des trois participants, des trois intervenants. Certains territoires sont très peu mobilisateurs du FPRNM et apparaissent pourtant très exposés. Comment faire en sorte qu'ils se mobilisent davantage ? On peut peut-être commencer la réponse de l'État et puis après, ça serait intéressant d'avoir la réponse de l'élu local. Oui, c'est une question très pertinente. Eh bien, effectivement, c'est l'un des enjeux majeurs de ce rapport que nous avons fait avec vous, avec la CCR. C'est bien toute la plus-value de ne pas uniquement se baser sur la sinistralité historique, mais de permettre de faire connaître la sinistralité potentielle avec vos modèles et avec les opérateurs qui ont travaillé avec vous. Et bien, donc déjà, ce premier élément, faire connaître, apporter à tous, apporter à nos services déconcentrés, apporter aux élus, apporter aux préfets cette sinistralité potentielle, le faire connaître. C'est le premier pas, la première ambition de ce rapport et sa diffusion sur chaque territoire. La première part de réponse, c'est avec la CCR, le ministère de la Transition écologique a voulu déjà faire connaître ce qui n'était pas forcément connu il y a quelques mois auparavant. Voilà pour ma part. Merci. Denis Thuriot, de votre côté, est-ce que c'est un problème de connaissance ou également un problème de volonté politique locale selon vous ? Aujourd'hui, c'est compliqué de ne pas avoir la connaissance de l'exposition au risque naturel majeur. Malheureusement, on en parle souvent dans les différents médias d'actualité. Par contre, oui, je pense qu'il y a parfois une méconnaissance chez certains élus, mais peut-être moi le premier quand je l'ai été, véritablement des enjeux, véritablement de la façon de faire, à qui s'adresser, comment mobiliser. Donc c'est la raison pour laquelle le COPRNM s'engage avec un certain nombre d'outils à mieux faire connaître. Par exemple, un outil qui va permettre aux notaires, lors des sessions, de bien présenter, il y a déjà des diagnostics, mais en tout cas que les acquéreurs puissent véritablement être en connaissance, et le notaire lui-même, des risques présentés, que même quelqu'un intéressé par un terrain puisse avoir un accès, puisqu'on va rendre un certain nombre de données publiques. Donc je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Je parlais tout à l'heure du CEPRI qui veut faire aussi des formations au niveau des élus, et nous souhaitions effectivement faire un petit tour de France de formation, ou en tout cas d'information, mais aussi de formation, et que les territoires, parfois les plus en avance, parce que nous ne sommes pas tous égaux, je pense que ça fait partie aussi de la question, puisque dans la question, il y a effectivement la mise en avant de territoires très exposés qui ne sont pas forcément très aidés par le FPRNM. Donc, il y a manifestement parfois une inadéquation entre une urgence
d'agir et de mettre en place un certain nombre de choses et ne pas l'avoir fait avant. Donc l'idée, c'est pas de jeter la pierre, mais c'est qu'en tout cas, on puisse aider ceux qui en ont besoin, peut-être à rattraper leur retard, parce qu'encore une fois, les aléas, eux, sont rarement en retard quand ils doivent tomber. Donc voilà, je pense qu'on a tous dans nos rôles une mobilisation à devoir accomplir, une information et des propositions de formation. Merci. Une autre question peut-être sur une interrogation sur la faible mobilisation du fonds Barnier qui concerne les particuliers, peut-être Nicolas. Effectivement, sur les particuliers, ont mobilisé en gros 2% des délégations du fonds Barnier depuis sa création. Donc c'est peu. C'était pas l'objet initial du fonds Barnier, mais il se trouve que il y a quand même des mesures qui ont été mises en place pour permettre à des particuliers de réduire leur vulnérabilité, en particulier aux inondations, risque d'inondation. Donc, c'est surélever une chaudière, c'est surélever un tableau électrique, mettre en place des bâtards d'eau. Voilà. C'est vrai que il y a cette mobilisation, elle est assez faible. Alors, historiquement, il y a sans doute eu des raisons d'abord de taux de cofinancement du fonds Barnier. On l'a dit, le fonds Barnier, il vous finance pas 100% de la surélévation de votre chaudière. Au départ, c'était 40%. Et avec des travaux qui pouvaient atteindre plusieurs milliers d'euros, ça pouvait donc être une difficulté pour les particuliers d'adapter leur logement à ce risque. Ce taux de financement dans les 2 dernières années, tu me dis si je me trompe Nicolas, mais il a été revu à la hausse nettement puisqu'il est monté à 80% aujourd'hui. Il est à 80% dans les zones couvertes par des PAPI ou des PPR inondations, et donc on va attendre de voir effectivement si cette hausse du taux de cofinancement permet de lever des blocages. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est compliqué. Cette question de l'adaptation à l'échelle des particuliers, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les particuliers ne retirent pas facilement un bénéfice au-delà du fait qu'ils s'adaptent contre le risque d'inondation, mais un bénéfice par exemple pour valoriser leurs biens. Voilà, c'est pas adapter votre maison à l'inondation, vous n'allez pas la vendre plus cher parce qu'elle est adaptée à l'inondation, comme vous pourriez vendre plus cher votre maison si vous avez, je sais pas, une pompe à chaleur, si vous avez tout isolé, ou si voilà. Ce n'est pas dans le marché, et donc il y a une difficulté effectivement pour trouver un effet entraînant, un effet dynamique à l'adaptation au niveau des particuliers et des entrepreneurs, puisque c'est ouvert également aux entrepreneurs. Ça reste quelque chose qui est assez compliqué, et peut-être que plus tard on pourra. Je sais que les assureurs font un travail très important autour de ces questions-là. C'est vrai que une meilleure connaissance aussi pour tout le monde, partagée de la manière dont le fonds Barnier peut être mobilisé, ça peut être quelque chose qui est très utile dans l'avenir pour tout le monde. C'est vrai que les particuliers et les entrepreneurs ne savent pas toujours qu'ils ont droit à ces financements possibles. Merci. Oui, je veux juste ajouter quelque chose. Je crois que ça rejoint le point qu'on évoquait tout à l'heure, qui est aussi l'information de nos concitoyens. Et pour prendre exemple, par exemple, de ce qu'on a fait à Nevers dans le cadre du PAPI avec la rénovation des digues domaniales récemment, voilà, on a clairement fait des réunions publiques où, sans être effrayant à tout craint, mais dit que voilà, si on ne faisait pas ce travail et qu'il y avait une crue prochaine, c'était tant de personnes particulières touchées, c'était tant d'entreprises touchées, c'était tant d'économies impactées. Et je pense que quand vous avez un discours assez clair, vous pouvez effectivement intéresser sans doute davantage les particuliers à prendre la mesure aussi pour améliorer leurs biens par rapport au risque d'exposition. Merci beaucoup, effectivement. Après, juste un petit commentaire. Oui, je crois qu'il ne faut pas trop s'attacher à la distinction des bénéficiaires, parce qu'in fine, de toute façon, c'est toujours le particulier qui va bénéficier, le riverain ou l'entreprise qui va bénéficier d'une protection, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit collective. On a vu tout à l'heure quel était celui qui mettait en œuvre la protection, mais au final, ce sont toujours les particuliers, les riverains qui vont les particuliers qui vont en bénéficier. Donc, cette distinction, il ne faut pas trop s'attacher. Par exemple, aussi, une délocalisation qui va directement concerner un ménage, ça va pas être le bénéficiaire, le ménage va pas apparaître comme bénéficiaire, mais c'est bien lui, in fine, le bénéficiaire. Ça va apparaître via une subvention, via la délégation à une collectivité ou à l'État, mais in fine, c'est bien le ménage qui en bénéficie. Merci pour ce complément. Je vois que l'heure tourne, donc on va prendre encore 2 questions qui me semblent importantes. La première, très concrète, c'est que change concrètement le passage du statut du fonds d'extra-ministériel qui intègre le budget de l'État?
Question bien entendue pour Nicolas Monnier. Ça change rien et ça change tout. Non, à part, ce sont surtout des changements de règles comptables. On passe d'un fonds extra-budgétaire à une gestion budgétaire classique, à une gestion budgétaire comme tout programme de l'État. Le fait notable, c'est quand même une augmentation de 56% des crédits du fonds. C'est ça la part la plus importante, la nouveauté la plus importante. Les règles de mobilisation demeurent inchangées. Le cadre d'intervention, ce qui va structurer la politique de prévention que nous avons tous les trois commenté ne change pas, mais le point le plus important, c'est 56% de crédits en plus. Très bien, on retient ce message positif. Et peut-être une dernière question, donc désolé pour tous ceux qui en ont posé et que je n'ai pas pu prendre, mais qui me semble importante, c'est pourquoi la sécheresse qui pèse si lourd dans les indemnisations CatNat ne fait-elle pas l'objet de subventions du FPRNM? Qui veut s'exprimer sur cette question? Je veux bien l'apprendre, je pense que c'est… Eh bien, tout simplement parce qu'il faut… Enfin, le fonds, Nicolas Baudusson nous l'a expliqué, c'est construit par… les interventions du fonds se sont construites par étapes successives et elles sont priorisées. Il a fallu… le fonds a des crédits limités, a des ressources limitées. Et il faut agir, on est obligé de faire des priorités. Donc la priorité, la raison historique de création du fonds, c'est bien la préservation des vies humaines. C'est sa raison historique de création. Et ensuite, et comme je vous dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le RGA, ce sont un problème de disposition constructive. On a trois types d'aléas, on a trois types de phénomènes qui sont basés sur des dispositions constructives. Le RGA, le cyclone et le séisme. Le seul qui est soutenu financièrement par le FPRNM, c'est celui qui menace les vies humaines, c'est le séisme parce que ça ne prévient pas. Le cyclone, ça peut menacer les vies humaines, mais on a moins le temps de se mettre à l'abri. Donc on a fait une priorité. C'est une gestion prioritaire. Parfait, effectivement. Et donc ça rappelle la problématique de fonds qui sont contraints. Par contre, oui, je voulais juste ajouter, si vous le permettez, que on a vu qu'il y avait une évolution au cours de ces 25 ans des modalités d'intervention. Sans remettre en cause ce qui a été dit juste avant moi, rien n'empêcherait que le COPRNM s'empare d'une réflexion, en tout cas d'un travail éventuellement évolutif en fonction des besoins et d'une redéfinition, pourquoi pas, du cadre, je dirais pas forcément immédiatement, mais pour les années à venir. Merci beaucoup. Alors nous avons déjà dépassé de quelques minutes. Je vous propose peut-être juste une phrase de conclusion pour chacun, très très brève. Donc Denis Thuriot, quel serait votre message pour conclure? Bah écoutez, c'est un message d'abord de se satisfaire encore une fois du maintien, même de l'augmentation de ce fonds. On voit qu'il est utile, on voit qu'il nous a permis de progresser, de mieux protéger. Vous l'avez rappelé, l'objectif c'est quand même un risque parfois létal, donc faut pas l'oublier. Je pense que quand on aborde sous cet angle, on peut forcément intéresser beaucoup de monde. Et je le redis, je pense que nous avons tous un rôle, d'emmener des territoires qui sont parfois un petit peu en retard ou qui n'avaient pas trouvé les moyens de s'y mettre par méconnaissance ou parfois insuffisance de conseils. Et puis aussi de sensibiliser notre population. Mais comme ça a été dit, l'essentiel, c'est qu'on est tous dans la même direction pour être dans l'anticipation et la prévention, la culture du risque. Je pense que aujourd'hui, c'est vraiment le moment de la décliner encore davantage. Et je pense que c'est ainsi que nous parviendrons encore mieux à protéger nos concitoyens. Merci beaucoup. Et puis donc j'en profite encore pour vous remercier pour votre présence, de vous être rendu disponible dans un agenda que l'on s'est chargé. De Nicolas Monnier, un mot de conclusion? Oui, merci. Donc d'abord, encore une fois, merci à CCR d'avoir organisé ce webinaire pour présenter ce rapport qui va vraiment être, je pense, j'espère, très utile à tous, à toutes les parties prenantes. Denis Thuriot le rappelait tout à l'heure. La prévention des catastrophes naturelles, c'est une action partenariale. Citoyens, collectivités, assurance, réassurance, État, dans toutes ses composantes centrales ou déconcentrées. Et l'objectif, vraiment, un des objectifs majeurs, au-delà du bilan, de l'évaluation de la politique par le fonds, c'est aussi, comme je le disais, je le répète, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est faire connaître l'exposition des territoires, l'exposition potentielle, et avec ce rapport national. Et voilà. Merci beaucoup. Et Nicolas, le mot de la fin. D'abord, je peux que me féliciter effectivement qu'on soit réunis ici et qu'on puisse faire ce webinaire devant tant de participants. Je crois que c'est une première pierre. C'est important de le rappeler. Ce rapport n'a pas vocation à
traiter la totalité de la question de la prévention des risques naturels, mais c'est une première pierre avec laquelle la CCR essaie d'apporter à la fois son savoir-faire, son expertise. Nous allons continuer notre travail, nous allons le développer, nous allons travailler davantage aussi avec les services déconcentrés de l'État, avec les pouvoirs publics en général, et nous sommes très heureux de pouvoir le faire, bien sûr, dans cet esprit de concorde, et on a tous à cœur effectivement que les choses puissent s'améliorer dans l'avenir au vu des projections qui malheureusement ne sont pas extrêmement enthousiasmantes. Donc encore une fois, merci de votre présence et pour ce travail pleinement abouti. Merci Nicolas. Donc il ne me reste plus que trois choses à dire. La première chose, c'est que ce rapport sera téléchargeable, je pense, dès maintenant ou dès cet après-midi sur le portail CatNat de CCR, donc catastrophe-naturel au pluriel.ccr.fr. Deuxième point important, et notamment pour les élus locaux et les services déconcentrés de l'État, ce rapport va être décliné à une échelle régionale. Donc ça va nous occuper dans les prochaines semaines, et donc tout au long des prochaines semaines, nous allons publier des rapports à un niveau régional pour l'ensemble des régions françaises. Et puis dernier point, peut-être le plus important, c'est encore merci à nos 3 intervenants et merci aux participants. Vraiment, on est très très touchés de voir que beaucoup de personnes ont été intéressées par ce webinaire, donc 350 personnes, et on est bien entendu, on espère pouvoir continuer les débats dans des prochaines interventions, soit à distance, soit aussi, on espère quand même un jour, on aura l'occasion de se revoir de visu. À très bientôt et passez de bonnes fêtes. J'en profite de cette occasion. Au revoir. Au revoir. Au revoir.